Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h08, dans un instant, le débrief de Jean Lassalle avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et Lydia Guérousse et vos appels 0826 300 300. En attendant, tout de suite, c'est Revel en campagne. Oui. Sud Radio, présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, promesse d'augmentation du traitement des fonctionnaires. La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, promet un coup de pouce au pouvoir d'achat. Alors, des fonctionnaires d'État, hospitaliers et territoriaux, hein. Ouais, il y en aura pour tout le monde, Patrick. Il y en aurait pour tout le monde, hein, et tout ça à 3 jours d'une journée de mobilisation de la fonction publique, tiens, et à moins d'un mois donc du premier tour d'élection présidentielle. Alors le gouvernement et donc Emmanuel Macron vont augmenter les fonctionnaires. Le fameux point d'indice va être dégelé, comme disent les experts. Donc, après la ristourne à la pompe des 15 centimes au 1er avril, le gouvernement va signer un gros chèque aux 5,5 millions de fonctionnaires, et cela avant l'été. La raison officielle avancée par Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, dans le Parisien, protéger le pouvoir d'achat des fonctionnaires face à une inflation qu'elle juge forte et durable. Combien ça va coûter au budget de l'État ? Alors ça va coûter bonbon. Hein. Vous vous souvenez sans doute que, et d'ailleurs vous avez repassé cet extrait d'Amélie de Montchalin, hein, il n'était pas question d'augmenter les fonctionnaires. Hein. C'était une vision binaire où on augmentait personne, où on augmentait tout le monde, mais en tout cas c'était pas à l'ordre du jour. Là on va augmenter tout le monde. Alors rien n'est dit sur le montant de cette augmentation. Hein. Il s'agit donc d'amortir l'envolée des prix. Alors j'ai fait un petit calcul comme ça, de coin de table, hein, avec une inflation officielle vue par l'INSEE de en gros un peu plus de 4%, hein, et sachant qu'un point d'indice coûte dans les 2 milliards d'euros, il pourrait en coûter près de 8 milliards d'euros au budget de l'État avec cette augmentation annoncée pour les fonctionnaires d'État, hospitaliers et territoriaux. 8 milliards d'euros, bon ok, ça fera du pouvoir d'achat, ça fera de la consommation, mais on va les trouver où ces 8 milliards ? Qui paiera ? On en saura sans doute un peu plus après l'élection présidentielle, ce qui ne manque pas de piment démocratique quand même. Oui, c'est vrai. Et vous vous souvenez, Éric Revel, vous nous le rappelez, que le dernier coup de pouce au traitement des fonctionnaires, c'était quand ? Eh bien, c'était en 2016, quelques mois avant la précédente élection présidentielle, c'est ça ? Oui, avant la précédente élection présidentielle, coup de pouce décidé par François Hollande, qui lui ne se représentera pas, on s'en souvient. Il y avait eu 1,2% d'augmentation en 2 temps, ça avait coûté 2,4 milliards, mais l'annonce de la nouvelle hausse des traitements des fonctionnaires, annoncée donc par la ministre de la fonction publique, il faut quand même se le dire, elle est à la fois électoraliste et politiquement quand même incroyable. Parce que l'élection présidentielle ne compte-t-elle pas pour Emmanuel Macron ? Il promet cette hausse après les élections comme s'il les avait déjà gagnées, comme s'il était déjà réélu. Alors ok, les sondages le donnent largement en tête du premier tour, c'est vrai, mais un peu d'humilité donnerait plus de sérénité au débat électoral qui en manque. On a entendu Jean Lassalle tout à l'heure sur Sud Radio parler de cette émission hier sur TF1 de laquelle il a été exclu, et Jean Lassalle a eu globalement cette petite phrase qui lui appartient, il l'a prononcée avec sa voix rocailleuse: la démocratie n'est plus qu'une légende, a-t-il dit sur Sud Radio ce matin. Une déclaration à méditer, tiens, à conserver en tête. Et vos appels 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis avec nous ce matin. Donc Éric Revel, Lydia Guérousse et Elisabeth Lévy. Oui, et je crois qu'il y a Céline qui est en ligne, hein, c'est ça. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Ah, c'est Romain. Du coup, ça a changé. Bonjour on ne Romain. les a pas informés. Du coup, je suis là, oui. Et ben voilà, Romain. Eh bien, bienvenue Romain. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité ? C'est ce dégel des fonctionnaires ? Non, ça me fait pas du tout réagir parce que c'est une bonne chose. En fait, c'est tirer un peu tout le monde vers le haut. Il s'agit que le point d'indice augmente pour les plus basses catégories, en fait, parce que on voit très bien que pour les départs en retraite, les plus basses catégories sont les plus pénalisées aussi. Mais moi, je voulais revenir aussi sur la mise en place en fait de la prime Macron multipliée par 3, qui est déjà à la base une grande fumisterie en fait, parce que il parle à son électorat uniquement, à son électorat. Bon, je vais prendre un exemple qui ne sera pas son électorat, mais quand il octroie ces primes-là, ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont une représentation syndicale dans leur boulot, un CE, donc déjà les grands groupes du CAC 40. Donc c'est pas son électorat là parce que c'est des caissières, c'est des gens comme ça.
Mais ça parle aux sociétés, aux startups, toutes ces choses-là, en fait, tous ceux qui font du télétravail, qui n'étaient pas en première ligne, en fait, pendant la crise Covid. Donc, du coup, c'est eux qui sont là. Des gens qui ont déjà des 13e mois, qui ont déjà des primes d'intéressement sur chiffre d'affaires. C'est des gens qui sont pas dans le besoin parce qu'ils sont à 3 000 ou 3 500 euros par mois. Pas forcément, pas tous quand même. Non, ça commence plus bas. Ça commence plus bas, Romain, a priori. Oui, je veux dire en province, mais après, en relation avec ce qu'ils gagnent et la vie qu'ils ont en province, je veux dire, c'est des salaires qui sont pas dans la misère. Vous parlez pour un couple. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour un couple en fait, sur plus de 3 000 quoi. Oui. Non, attendez, vous avez des gens qui sont cadres ou cadres sup, qui sont entre 2005 et 3500 en province. Oui, et dès que vous montez en région parisienne, je veux dire, attendez, il ne faut pas se moquer des gens. Hein. Oui. Je veux dire, les gens qui galèrent, qui font partie des Gilets jaunes, c'est la classe populaire, qui eux, en couple, sont à même pas 2002 ou 2500 euros. Oui. Et c'est là tout le problème de la tranche d'imposition, en fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est parler à un électorat, et quand on sait l'abstention qu'il y a, et où les gens se disent que l'élection présidentielle n'est pas représentative pour le peuple français, et que pour eux, le président n'est pas légitime, c'est qu'en fait, on en est là, en fait, dans la Ve République. C'est qu'on vote par classe, et on est exactement dans de la lutte de classe. Voilà. Et les gens qui ne vont pas voter, qui s'abstiennent, font ce jeu-là, en fait. Ils sont carrément, en fait, dépouillés de leur citoyenneté, parce qu'ils ne font que subir. Ouais. Alors, Lydia Guirousse et Éric Revel notamment, sur ce point, en fait, vous semblez en fait dubitative, Lydia. Hein. Oui, je comprends pas très bien la démonstration. Donc, sur le point d'indice, la ministre a indiqué que ce serait pour l'ensemble des fonctionnaires. Oui, ça c'est vrai. Toutes catégories confondues. Les fonctionnaires, il ne faut pas en faire non plus des têtes de Turcs. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont grassement payés pour faire 2 heures par semaine. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça n'existe pas. Caricature. Il y en a sans doute quelques-uns. Mais c'est une extrême minorité. La majorité sont plutôt très mal payés. Quand vous regardez les grilles de début de carrière, ça peut commencer à 1 500 euros pour des gens qui sont diplômés et qui ont des responsabilités. Et ensuite, avant d'atteindre des salaires qui sont corrects et décents, il faut beaucoup d'années dans la fonction publique. Et c'est pour ça que vous avez aussi régulièrement des mobilisations du personnel soignant, des infirmières qui sont des femmes qui ont un travail qui est pénible et qui sont diplômés. Et de nombreux agents publics ne sont pas si bien payés que ça. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation pour les fonctionnaires. Alors on peut se poser la question évidemment du calendrier de l'annonce à quelques semaines de l'élection présidentielle. Un dégel qui va arriver. La condition, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Bien sûr qu'on peut s'interroger sur ce point-là, mais les fonctionnaires ont aussi besoin d'être augmentés, car eux aussi vont subir l'inflation qui va atteindre 5% dans les semaines et mois à venir. Après, pour le vote par catégorie, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des abstentionnistes dans toutes les catégories socio-professionnelles. Les gens peuvent aussi voter, se décider à prendre en main leur destinée et la destinée collective. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit s'abstenir de voter. Je ne suis pas d'accord avec cette grille d'analyse. Merci à Romain, merci à vous, Lydia Guirousse, Éric Revel et Elisabeth Lévy. On va continuer dans un instant. On va revenir sur ce débrief tout de même aussi du débat en fait hier soir. Hein, donc avec vous, 0826 300 300, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis tout à l'heure, on parlera de la voiture. Parce que c'est vrai que c'est une grande interrogation quand même, le monde de l'automobile. Qu'est-ce qui va se passer précisément pour demain? Là, c'est le grand flou. Je ne sais pas si les candidats ont répondu aux interrogations du monde professionnel qui les interrogeait hier. On verra ça de 9h30 à 10h. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio et on attend vos appels. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, la suite des grands débats et ce débrief sur Jean Lassalle, qui était notre invité en grand format tout à l'heure, toujours avec Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy et Éric Revel. Oui, Lydia Guirousse et Elisabeth. Elisabeth voulait vous poser une question par rapport en fait au débat. Est-ce que Elisabeth est là? Oui, Elisabeth, oui. Là, oui, je Elisabeth, suis là. Vous vouliez poser une question parce que j'ai entendu votre chronique assez enthousiaste, Lydia. Simplement, je me demande bien en
quoi cet exercice vraiment nous aide, parce qu'on peut toujours nous envoyer des programmes. Là, chacun peut se mettre à son avantage. Il me semble quand même que l'exercice d'une campagne électorale, c'est le débat, c'est-à-dire la confrontation des arguments. C'est là où les gens peuvent être mis en difficulté. Vous comprenez bien que là, c'est un peu publicitaire. C'est un peu un débat. Ce que le public reportage est au reportage. Si vous voulez, c'est de la com, en fait. C'est de la com, non. Chacun a eu l'occasion, avec 3 séquences différentes, de présenter sa vision, sa façon de gérer la crise ukrainienne, puisque c'était censé être le cœur de l'émission. Avec autant de candidats, j'ai préféré, moi, ce format qui était audible, qui était intéressant, qui permettait à chacun de pouvoir développer sa pensée, plutôt que d'assister à 10 à une foire d'empoigne avec 1 minute 30 pour développer des slogans et non pas une vision. D'ailleurs, même le débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, j'ai trouvé cacophonique. Je n'avais qu'une envie, moi, c'était de zapper. Je pense que beaucoup de Français étaient consternés devant leur écran. C'est pour ça que j'ai trouvé que le débat d'hier était beaucoup plus... Enfin, l'émission politique d'hier était beaucoup plus intéressante. On sait de toute façon qu'il n'y aura pas de débat de premier tour, puisque Emmanuel, en tout cas... Avec Emmanuel Macron à ce stade, il n'y aura pas d'émission de débat de premier tour, et aucun président sortant qui se présentait ne s'est plié à ce type d'exercice. Et je crois que vous êtes d'accord aussi là-dessus, puisque vous aviez fait un édito où on partageait le même point de vue. Il n'y a pas à aller sur ce type de débat qui sera cacophonique. Donc moi, l'émission d'hier, j'ai trouvé que ça apportait au débat démocratique, et c'était plutôt une bonne émission. Oui, juste une chose. Moi, je disais je le disais d'un point de vue un peu plus cynique, c'est-à-dire, je disais que la politique, c'est une question d'intérêt et de rapport de force, et qu'Emmanuel Macron, n'étant absolument pas obligé de se soumettre à ça, il n'a aucun intérêt à le faire. Mais je suis quand même frappé. Je suis quand même frappé, si vous voulez, soit vous avez des journalistes pugnaces qui interrogent chacun en le mettant. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à aucun moment il ne soit mis en difficulté. Mais bon, je crois que nous avons balayer notre petit désaccord. Non mais, voilà. Mais je pense, pour avoir regardé aussi ce débat, Elisabeth, hier, il y avait la possibilité pour le très grand public qui n'ira pas dans les meetings, qui va pas les voir autrement, et puis qui, à travers en fait un débat comme l'autre jour, vous l'avez évoqué, Elisabeth, a du mal à comprendre finalement quels sont les arguments des uns et des autres. Bah là, c'est les 8. Là, on peut regretter qu'il n'y avait pas les 12, mais on pouvait voir en fait les 8, comment ils se comportaient. Et là, c'est particulièrement intéressant. Par exemple, ne serait-ce que dans cette profession de foi d'1 minute, on voit toute la personnalité, même si c'est appris évidemment, si ça a été pitché, mais quand même les traits, la personnalité, tout ressort en fait du candidat ou des candidates. Par exemple, la personne qui est la plus convaincante et à ce niveau-là, qui a de l'expérience, qui est capable en fait en 1 minute de dire aussi voilà quel est mon projet, voilà ce que je veux faire, voilà d'où je viens, etc. Quand on est capable de le faire en 1 minute, c'est assez fort en fait devant un grand public. Et là, à ce petit jeu-là, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Ce n'était pas le président de la République qui, pour moi, était le plus à l'aise. C'était celui qui était le moins à l'aise, d'ailleurs, parce que lui, il n'avait que le mot crise en fait à la bouche. Nous allons y parvenir, nous allons surmonter, etc. Il avait beaucoup de difficultés, alors que les autres ont réussi, ont été plus convaincants. Qui était le plus à l'aise ? Le plus à l'aise, c'était incontestablement Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Pour moi, en fait, en tout cas, tels que je les ai vus, et les autres qui n'étaient pas si mauvais, en tout cas, quoi. Y compris Yannick Jadot, par exemple, qui a trouvé en fait les bons mots, qui étaient assez justes. Et ça, je pense que voilà, d'autant que ce n'était pas un enregistrement comme on peut le voir en fait sur les émissions en fait publiques, dans les temps de parole, vous savez, qui sont accordés, où chacun peut venir, voilà. Et puis ensuite, ils étaient interrogés par les candidats. Donc, ne serait-ce que pour ça, moi j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir quand même de la lisibilité sur les programmes, sur les intentions des uns et des autres, alors que dans les débats, et je suis favorable, vous le savez, en fait, au débat, c'est ce qu'on fait en permanence sur Sud Radio. Mais il y a des moments aussi, à force de mettre l'autre en difficulté, on ne l'écoute pas, on ne sait plus ce qu'il propose, et puis on en arrive en fait à une bouillie. Eh bien là, hier soir, il n'y avait pas en fait, à mon sens, en fait, de bouillie. Et puis de toute manière, il y a une chose qu'il faut se dire, faire un débat à 8 ou à 12 ou même à 6 ou même à 4, c'est impossible. C'est inaudible. C'est impossible, c'est inaudible. C'est impossible, c'est inaudible. Malheureusement, en fait, et là je ne défends personne en fait à ce niveau-là, mais je le dis,
Enfin, vous le savez, déjà quand on a deux personnes... Regardez Pécresse, c'est bon, inaudible. À arbitrer... Qu'est-ce que c'est que cette allusion? Non, mais aucune allusion. Mais vous comprenez ce que je veux dire, Elisabeth, et puis là je m'adresse en fait aux auditeurs. Vous comprenez aussi bien sûr ça. Ce n'est pas aussi simple. Et donc je pense que tous les exercices ont le mérite et doivent exister. Et que certes, il devrait y avoir d'autres exercices. Et puis la campagne n'est pas terminée, heureusement, et qu'il en faudra. Mais bon, il y avait quand même de bonnes choses. Il ne faut pas non plus forcément toujours tout flinguer, quoi, je pense. Quoi. Soyons positifs. Non, c'est... oui, non, parce que sinon on n'avance plus. Mais quoi. vous avez... Non, mais je vous entends, j'espère quand même, si vous voulez, qu'on aura... Vous avez raison sur le débat à 12, c'est pas possible. Mais j'espère qu'on aura des émissions où les candidats seront un peu soumis à la question vraiment par des journalistes. C'est-à-dire, si vous voulez, où on va les pousser dans leurs contradictions, parce que là, évidemment, quand vous présentez, vous présentez sur votre meilleur jour, c'est normal. Oui, mais après, ils étaient interrogés quand même, hein, et certains ont été mis un petit peu en difficulté. Donc c'est plutôt les journalistes qui, selon vous, Elisabeth, n'étaient pas assez... Non, là, je ne parlais pas de cette émission. Je ne parlais pas de cette émission. Je dis que le fait qu'il y ait une véritable campagne, puisqu'il n'y aura pas de débat, effectivement, pour les raisons qu'on a évoquées, le fait qu'il y ait une véritable campagne, déjà quand même phagocytée par la guerre, ça dépend maintenant beaucoup des médias et de la façon, si vous voulez, et notamment de la façon dont ils vont interroger le président de la République, si vous voulez, qui est quand même à part dans ses candidats. C'est vrai. Et nous l'attendons sur Sud Radio avec impatience. Oui, même si évidemment l'attitude que l'on peut avoir aussi quand on est dans une interview en fait plus basique, elle compte beaucoup parce que on l'a vu en fait hier soir. Pour certains, il était en fait convaincant. Pour d'autres, en revanche, il y avait quand même beaucoup d'interrogations. Allez, merci en tout cas à vous. 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir. Là, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure aussi encore avec Christine Bouillot dans les débats en fait du jour. Dans un instant, on va parler en fait d'un autre secteur. On va être très concret pour le coup. C'est sur le monde de l'automobile, Cécile. Oui, sur le monde de l'automobile et les enjeux. Quel avenir pour l'automobile? Quel avenir pour les garagistes, pour les constructeurs automobiles et pour toute cette filière aujourd'hui qui est un peu à la peine, vous l'avez vu. On en parlera avec nos invités ce matin. Xavier Oran, qui est directeur général délégué de Mobiliance, qui est l'ex-CNPA, et Claude Cham, qui est président d'honneur de la Fédération des industries des équipements pour les véhicules. Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, vous attend au standard. À tout de suite.